Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est Riquet. Nous sommes le mardi 17 juin et aujourd'hui, on va parler de l'actualité des marchés financiers. Je vais vous donner mes gros niveaux que je surveille sur les indices américains. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements hier et ne serait-ce que d'ailleurs la fin de semaine dernière. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant cela, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la chanson. On parle de l'actu des marchés. Alors aujourd'hui, on a assez peu de news du côté du calendrier économique. On notera que la Bank of Japan n'a pas décidé de changer ses taux. Donc, pour le moment, on est à un statu quo et on aura également les ventes au détail qui sont un élément important dans le cadre de réflexion de la Banque centrale américaine, donc qui seront publiés cet après-midi. Et les taux, justement, eh bien, ça sera le sujet qui animera les marchés demain. Et c'est aussi pourquoi, malgré le conflit qu'on peut observer entre Israël et l'Iran actuellement, on a des marchés qui restent relativement calmes, puisque je pense que cette décision, notamment du côté des indices américains, est celle qui est attendue. Et donc, c'est pourquoi on observe relativement peu de mouvements de ce côté-là. La grosse actu du côté, cette fois-ci, de la France, c'est le départ de Luca De Meo, ancien ou enfin encore actuel, directeur général de Renault qui, fait, le choix de partir pour un nouveau défi chez Kering. Et quel défi, hein, puisqu'il va falloir tout simplement redresser la barre. Donc Renault a un petit peu subi, cette news hier. On voit le décrochage à ce niveau-là. Faut dire aussi que depuis son arrivée, Luca De Meo, qui avait déjà une expérience, hein, de gestion d'entreprise en difficulté, notamment dans le secteur d'automobile, eh bien, avait quand même réussi à redresser la barre. Alors, ça va pas se voir bien évidemment qu'au travers du graphique boursier, mais on voit quand même qu'il y avait eu un nouvel élan sur le titre qui précédemment était extrêmement baissier. Et celui-ci donc a décidé de quitter l'entreprise en espérant l'avoir laissé sur de bons rails pour la suite et de se lancer donc dans un nouveau secteur ô combien en difficulté, enfin surtout l'entreprise plus que le secteur. C'est Kering qui, vous le savez probablement, ne fait que chuter en sortant porte de sortie après porte de sortie et le titre s'est complètement écroulé. On est en train d'avoir une petite zone de consolidation et à l'inverse, du coup, Kering qui a largement bondi, vous le voyez, scénario inversé par rapport à Renault hier. Donc ça, c'était vraiment la grosse news qu'il fallait retenir de ce côté-là. On a eu quelques chiffres intéressants aussi du côté de la Chine que je vous laisserai apprécier sur mon fil X. Pour ceux que ça intéresse, je ne veux pas trop m'éterniser aujourd'hui là-dessus. Il y a un graphique que je voulais vous parler. Où est-il? Il est là. J'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai vu sur FinChat, qui est un outil qui permet d'avoir des visualisations graphiques. Pour vous l'expliquer, on va cliquer dessus, ça sera plus simple. C'est tout simplement l'évolution comment dire, des solutions de paiement en termes de volume. Et vous le voyez ici, Visa, Mastercard et Amex traitent aujourd'hui près de 28 000 milliards de paiements par an. Et depuis 2013, ce que nous dit le graphique, eh bien, c'est que ce volume a augmenté de 7,5% par an en moyenne. Alors, si je vous en parle, c'est pas juste pour relayer des chiffres. Il faut toujours essayer d'y trouver une opportunité, une information pertinente. Parfois, il n'y en a pas. Mais ici, j'ai trouvé qu'il y en avait. Déjà, comprendre un petit peu qui est le leader actuellement. On le voit de manière assez nette, hein, en termes de répartition sur les histogrammes ici. C'est Visa qui domine assez largement le secteur. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est de voir la croissance rapide aussi, voire même plus rapide, de Mastercard. Et on a un Amex qui est un petit poil à la traîne, mais qui quand même suit son cours et qui a aussi une évolution si on en suit les chiffres. Moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est surtout de se dire, OK, il y a donc moins de cash, forcément, hein, s'il y a plus de paiements, et je pense que vous en observez, vous, au quotidien dans votre vie. On a également beaucoup plus de paiements digitaux et on a surtout eu une explosion du e-commerce. Et tout cela fait que ça offre forcément des opportunités et ça doit pousser aussi nos décisions, non pas comment dire, d'analyse financière ou d'analyse technique, mais plutôt notre bon sens, hein, à réfléchir dans ce sens-là et trouver où est-ce que pourraient être les opportunités de demain. Alors aussi, c'est important, je pense, de mettre quels sont les risques, hein, en contrebalance de ça, s'il y en a. Et j'en ai trouvé quelques-uns, alors voilà, qui sont juste pour à titre, comment dire, de réflexion, en tout cas d'ouverture de débat. On a quand même l'essor des wallets en ligne, hein, qui permettent aujourd'hui d'avoir des solutions de paiement. Je pense notamment à Apple Pay que moi, en tant que grand boomer, je commence à utiliser seulement depuis quelques mois. Il faut dire que c'est quand même bien pratique. Il y a les CBDC également, hein, qui sont en embuscade. On en parle encore assez peu pour le moment, mais je pense que ça pourrait effectivement venir
peut-être faire concurrence ou en tout cas en parallèle, voire même peut-être intégrer les CBDC dans les systèmes actuels. Il faudra voir bien évidemment. Et aussi, surtout l'innovation hors réseau, hein, donc tout ce qui est paiement crypto, stablecoin, mais encore une fois, ça sera peut-être intégré. Et tout cela vise à faciliter évidemment la gestion de ces paiements et surtout donc peut-être augmenter les volumes de paiement. Et forcément, qui dit augmentation des volumes de paiement, dit plus de chiffre d'affaires, potentiellement plus de marge pour ces entreprises. Donc c'est très intéressant à réfléchir et je trouve que ce sont des belles boîtes à détenir en portefeuille. Je vous laisse bien évidemment par la suite faire vos propres réflexions et analyses, mais c'était intéressant d'en toucher 2 mots. On a eu un petit peu d'actualité également du côté d'Eli Lilly qui avait fait pas mal le buzz ces, derniers temps avec Nordisk, hein, qu'on compare souvent. Il y a eu une rumeur en tout cas, enfin une rumeur, c'est une info, du Financial Times qui nous explique que Eli Lilly se rapproche d'un accord de 1,3 milliard pour l'acquisition d'une société Verve Therapeutics, une société donc de biotech spécialisée dans l'édition de gènes et donc ça pourrait effectivement avoir un impact sur le cours. Et Lilly qui avait donc fait pas mal d'actualités qu'on voit en train de consolider actuellement. Je trouve que la zone ici, court terme, que ça soit pour un petit trade ou de l'investissement, ça c'est à vous d'en juger au regard de vos critères. Mais la zone ici 680-720 peut être intéressante et il y a une gestion du risque, attention parce que si on lâche ces niveaux, alors on pourrait peut-être avoir une correction qui soit plus importante. On est dans le milieu de range ici, donc c'est pas forcément là où j'irai pour peut-être ceux qui font un peu de trading de swing sur les actions. Pour l'investissement, bon, c'est pas le timing qui nous intéresse, c'est plutôt la vision qu'on peut avoir à long terme. Je vous ai posé une petite question qui m'intéresse, j'attends vos réponses, je viens tout juste de le mettre. L'indicateur technique que tu utiliserais s'il ne fallait en garder qu'un. Tu peux utiliser, pardon, tu perds tous tes indicateurs sur TradingView et tu peux en sauver un seul, lequel vous gardez? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Alors, on a le droit de dire, hein, je garde, peut-être que les supports et résistances, par exemple. Ça fait même si c'est pas vraiment un indicateur, vous avez le droit. L'objectif étant pour moi ici de comprendre un petit peu avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt avec les volumes? Est-ce que c'est plutôt avec les moyennes mobiles, les indicateurs type, je sais pas, RSI, bande de Bollinger, OPR pour peut-être les day traders ou les scalpers? Bref, ou alors simplement la price action ou toute autre stratégie. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me le dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais j'ai sorti une nouvelle vidéo, c'était fin de semaine dernière, si je ne m'abuse, sur les nouvelles fonctionnalités de Propix AI, qui est une intelligence artificielle de Investing Pro, que je vous invite vraiment à aller découvrir si vous ne connaissez pas, notamment pour mes amis investisseurs. C'est une solution qui est absolument géniale puisque chaque mois, elle met en place, enfin, en fait, elle a des stratégies, au-delà de chaque mois, elle a des stratégies qui ont pour but, en chaque début de mois, d'essayer en tout cas de battre l'indice de référence. Donc, on va essayer de battre le CAC 40, on va essayer de battre le Dow Jones, le S&P 500, etc. Ou alors des secteurs très précis. Et elle nous explique désormais ce qu'il n'y avait pas avant, pourquoi elle achète ou pourquoi elle vend les titres qu'elle détient en portefeuille. C'est extrêmement intéressant parce que quand on débute, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut chercher à faire, d'avoir des pistes de réflexion pour investir. Je ne vous dis pas qu'il faut forcément copier-coller tout le portefeuille, et quoique, parce que quand vous allez voir les résultats que font ces stratégies, ça vaut quand même le coup. Alors après, il faut équipondérer votre portefeuille pour avoir exactement la même chose, mais ça n'empêche que ça permet encore une fois, pour ceux qui débutent, d'avoir des outils qui vous aident. Non seulement ça vous donne de la data, mais en plus ça vous aide à réfléchir. Moi, je trouve ça absolument génial. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez ma vidéo ici. Si ça vous intéresse, elle est bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Et je crois que je vous ai tout dit de ce côté-là. Pour le reste, je vous laisse découvrir mon fil X si ça vous intéresse. Il y a tout ce qu'il faut. Concernant l'analyse des graphiques, je vais juste vous parler des gros niveaux parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne vais pas refaire également ce que je fais en détail avec le lundi, avec les membres. Simplement, le S&P 500, vous le voyez, on avait un gros range ici, hein, qui s'était fait de octobre 2024 à mars 2025 à peu près sur, on va dire 4-5 mois, qu'on avait cassé. On a une jolie zone de polarité d'ailleurs qu'on est venu retravailler et dans lequel on a refait un petit range. Le range, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'ancien bad range, hein, de ce gros range. Et désormais, en tout cas pour cette semaine en cours, on est en train donc de casser ce range. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on a un changement d'échéance, hein, sur les contrats futurs, donc soyez prudents, enfin, soyez prudents. C'est-à-dire faites bien attention à ça pour ceux qui tradent les futurs, hein. Je vous rappelle que vendredi, c'est les 4 sorcières. Et donc, il faudra passer plutôt, et je vous invite d'ailleurs déjà à le faire, sur les contrats à terme de septembre. Toujours est-il qu'on a eu un joli cassure, pullback ici. On a cassé donc le dernier point haut et on voit qu'on se réappuie sur cette zone. C'est ma petite zone qui me plaît. Donc, pour les day traders, pourquoi pas essayer d'aller chercher la zone des 6152. Attention, c'est des zones, on le sait, hein, à forte turbulence. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une grosse dynamique aujourd'hui. Je peux me tromper, mais je pense que les marchés auront les yeux rivés sur la fête demain. Concernant le Nasdaq, c'est un poil plus compliqué à trader pour moi parce qu'on est dans une énorme zone de
résistance tout simplement sur cette zone qui avait bloqué, hein, les 22 400 pour faire simple, 22 350, 22 400 avec la zone de résistance, l'ancien ATH, l'ancien poids haut. Donc soyez extrêmement vigilants pour ceux qui cherchent des achats. Attendez soit une validation de la cassure, hein, vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours, ça ne changera pas votre performance. Après, si vous voulez prendre le risque de sauter contre le plafond, eh bien, allez-y, mais attention au boss, ça peut faire mal. Mettez de l'arnica parce que, encore une fois, on évite d'acheter des résistances, on attend plutôt qu'elle casse pour pouvoir se réappuyer dessus. En tout cas, c'est mon avis. En termes de support, on le voit, hein, le très beau milieu de range ici qui a encore bien servi en zone de polarité. C'est pas du tout des zones faciles à trader, mais pour le coup, ici, c'est extrêmement propre. On a eu plutôt la résistance assez claire ici avant de la casser pour se réappuyer par deux fois et donc aller chercher de nouveau notre résistance. Et on va juste regarder le Dow Jones qui est dans une configuration un poil différente, un peu plus bas, hein, par rapport à ses derniers plus hauts. Lui, c'est pareil, il est en train de latéraliser, vous le voyez, entre le 0,618, donc cette grosse zone de polarité qui servait de bas de support de cet ancien range, et ce nouveau niveau, entre guillemets, qui a quand même bien servi ici en résistance, les 43 000 chiffres psychologiques. Tant qu'on est là-dedans, moi, je vous invite à éviter de trader ça. Et puis après, par la suite, si on casse cette zone, bah, pourquoi pas essayer d'aller chercher donc les derniers ATH, ou alors tout simplement eh bien, d'essayer de payer la zone des 42 000. Je reste dans une dynamique qui est haussière pour le moment. Si on s'en suit à la théorie d'eau, notamment en daily, on reste très orienté à la hausse avec des points hauts qui sont plus hauts, des points bas qui sont plus hauts également par rapport aux autres. Et donc, c'est ce qui me pousse à continuer de chercher des achats. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous appréciez mon contenu habituel, vous abonner si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Il y a plein de tutos, plein de choses sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Soyez prudents sur les marchés. Ciao, ciao.